Bonjour à tous, merci d'être là. Donc pour vous représenter un petit peu le contexte, donc ce webinaire s'inscrit dans un cycle de 4 webinaires qui ont été pensés, notamment pour les professionnels, de santé de ville, suite au diagnostic territorial qu'on a fait au niveau du DAC. La question de la des conduites addictives chez les personnes âgées était revenue comme une priorité et avec les partenaires du territoire et notamment Généralistes à Addiction, mais aussi la CPTS de Tourcoing Nouveau-Neuville, et Association Addiction France, on a, travailler à l'organisation de ce cycle de 4 webinaires. Donc, premier webinaire qui a eu lieu la semaine dernière, donc vous pouvez retrouver la vidéo et le support. Voilà, on peut vous renvoyer les liens. Le second aujourd'hui, et puis 2 autres webinaires après les vacances d'avril. Voilà, donc après chaque webinaire, on peut partager et la vidéo et le diapo. Euh, voilà, petit webinaire donc avec l'intervention, du docteur Aude Pélissé, gériatre à l'hôpital, Victor Provost et puis le docteur Cana, addictologue, pour, l'association Généralistes à Addiction. Donc intervention des 2 médecins et puis après on aura un temps d'échange et de questions, heu, à la suite des interventions. Voilà, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Du coup, aujourd'hui, deuxième épisode du webinaire sur les conduites addictives chez les aînés. Et nous allons interroger et puis essayer de déconstruire aujourd'hui une idée reçue, celle que l'avancée en âge protégerait contre l'addiction. Et nous allons vous dérouler cet épisode en 2 voies. La première partie que je vais développer. Alors en tant que gériatre, je vais surtout insister sur ce que c'est que physiologiquement le vieillissement et je laisserai ensuite la parole au docteur Cana. Alors tout d'abord, je me présente, je suis le docteur Pélissé, donc je suis gériatre, formée également en psychogériatrie. Je travaille au centre hospitalier de Roubaix et dans mon activité, j'interviens en équipe mobile de gériatrie intra-hospitalière, dans les services des urgences, en médecine, en chirurgie. J'interviens également à Bonafé, l'hôpital psychiatrique de Roubaix. Je coordonne et interviens également sur l'équipe gériatrique d'expertise à domicile sur le territoire nord-ouest, qui a vu le jour en octobre 2024. Et j'ai également une activité de consultation, notamment en mémoire. Alors, voilà. Alors, pour poser la problématique, je reviens sur quelques éléments qui vous ont été exposés lors du précédent épisode. Notre société fait face depuis plusieurs décennies à un vieillissement de la population en lien avec l'allongement continu de l'espérance de vie, même si cet allongement s'est ralenti, et l'arrivée notamment de la classe d'âge des baby-boomers au troisième âge. Alors aujourd'hui, les plus vieux ont 79 ans, les plus jeunes n'ont encore que 61 ans, et nous ne sommes donc qu'au tout début du phénomène. Et d'ailleurs, cette génération n'a pas encore atteint le quatrième âge et le stade de la grande dépendance. Cette génération a eu des habitudes de consommation de substances diverses pendant leur vie, sans doute plus que dans la génération précédente, avec des consommations de produits licites comme l'alcool et le tabac, mais aussi plus illicites comme le cannabis ou d'autres drogues. Et ces habitudes perdurent avec l'avancée en âge. On constate toutefois que l'addiction des sujets âgés concerne des substances davantage licites comme l'alcool, le tabac et les médicaments. Vous avez vu donc la semaine dernière qu'il y a peu de données d'épidémiologie en France, mais que certaines études peuvent rapporter une consommation d'alcool problématique pour près de 10% des plus de 65 ans. Et en fait, lorsqu'on sait qu'un tiers des sujets souffrant d'addiction après 65 ans le devient justement après 65 ans, on peut se dire sans doute que la vieillesse est un facteur de vulnérabilité. Comme on voit, voilà, une vulnérabilité individuelle, environnementale, et quelles sont-elles? Alors, je vais essayer de vous illustrer les spécificités de l'avancée en âge face aux conduites addictives. Alors, c'est sûr que moi, je suis gériatre et donc j'ai en tête les plus fragiles parmi les sujets âgés. Alors, la semaine dernière, vous avez vu qu'il pouvait être très difficile d'homogénéiser la classe d'âge des seniors et qu'il n'y avait rien de plus différent qu'un jeune vieux ou un très vieux vieillard, qu'une personne robuste d'un patient très malade, dépendant et en EHPAD. Mais si chaque personne ne vieillit pas de la même manière que son voisin, il existe tout de même des invariants du vieillissement qui soient physiologiques, psychologiques, sociaux, environnementaux. Et ces éléments sont communs avec l'avancée en âge et contribuent d'ailleurs des facteurs de vulnérabilité face aux addictions. Donc, je vais tenter de vous les expliciter. Le sujet âgé est au moins doublement vulnérable à l'addiction. Dans un premier temps, je vais développer les facteurs de vulnérabilité de la personne âgée en lien avec le vieillissement psychique, les troubles de la santé mentale, le vieillissement cérébral, physiologique et pathologique. Et ensuite, j'aborderai la plus grande vulnérabilité face aux substances en lien avec l'avancée en âge, que ce soit secondaire au vieillissement physiologique ou secondaire à la survenue de maladies chroniques plus fréquentes avec l'avancée en âge.
Et enfin, pour terminer, je développerai les freins nombreux qui peuvent empêcher ou retarder le diagnostic. Alors, la vulnérabilité psychique liée au vieillissement, qu'est-ce que c'est? Le vieillissement psychique, c'est un processus évolutif qui peut aussi connaître des crises et qui, par définition, s'arrête au moment de la mort. Alors, il ne débute pas à 65 ans, en fait, on estime qu'il commence à partir de 40 ans, ce qu'on appelle la crise du milieu de vie, lorsqu'apparaissent les premières défaillances et les premières limites corporelles. Ce processus évolutif consiste pour le sujet à intégrer ce à quoi confronte le fait de vieillir. Alors, par rapport au désir, par rapport au temps, par rapport à sa mort. Et c'est une véritable mise à l'épreuve du narcissisme de chacun. Un narcissisme de bonne qualité est un facteur de bien vieillir. Au cours de ce processus, l'identité est remise en jeu continuellement dans un contexte de nombreux processus de deuil, que ce soit des deuils d'objets ou des deuils de soi-même. Alors l'avancée en âge expose à des traumatismes spécifiques qui induisent un stress psychique. Et ces périodes de stress sont des périodes d'importante vulnérabilité psychologique qui peuvent, chez un sujet prédisposé, induire ou précipiter une addiction. Il a été mis en évidence que l'impact et l'importance du stress dépendaient de 3 variables. Globalement, si l'événement était attendu ou imprévisible, s'il était possible d'avoir un contrôle sur la survenue de l'événement et bien évidemment l'état de santé mentale sous-jacent avec l'existence d'une névrose ou une psychose connue ou méconnue. Alors, les traumatismes de deuil peuvent être de plusieurs natures. Ils se succèdent au cours du vieillissement, amenant la personne âgée à devoir renoncer à des éléments d'elle-même. Et donc, encore une fois, ces pertes sont de puissants facteurs de déstabilisation psychique et donc sont des facteurs de risque individuel de pouvoir entrer dans les conduites addictives. Alors, les principaux deuils sont les suivants, il y en a pas mal, hein. Globalement, de manière assez chronologique, ça commence par le passage à la retraite, qui consiste en la perte du travail rémunéré et de l'identité professionnelle. Et cela peut se traduire pour l'individu par une perte de sens, un sentiment d'inutilité, de désœuvrement, d'ennui. La perte de la bonne santé, lorsqu'apparaissent des limites physiques, en dehors de toute maladie, encore plus lorsque là où les maladies chroniques font irruption dans le quotidien. La proximité de la mort, qui est de plus en plus prégnante avec l'avancée en âge ou la dégradation de la santé physique. Le départ ou le décès d'amis ou de proches, avec un réseau d'amitié qui se restreint, voire disparaît. La réduction des interactions sociales peut contribuer à un isolement, une désafférentation sociale. Et l'impact psychologique est plus important lorsque le décès a lieu par suicide ou s'il s'agit d'une mort inattendue ou illégitime, par exemple celle d'un enfant ou d'un petit enfant. Et il ne faut pas oublier non plus parfois la mort d'un animal de compagnie aussi, qui peut être un puissant facteur de déstabilisation. La perte du conjoint par un divorce ou un veuvage. Et la perte n'est pas forcément un décès, hein, on a tous en tête, les aidants, hein, le mari ou la femme qui aide son mari ou sa femme atteint d'un trouble cognitif qui n'est plus ce qu'il était, qu'il ne reconnaît plus. On parle alors de deuil blanc. Il y a la perte de l'indépendance fonctionnelle, heu, la perte du domicile privé lors de l'entrée en EHPAD. D'ailleurs, un chiffre assez marquant, 20 à 40 des résidents en EHPAD auraient un problème avec l'alcool, quand ça ne concerne que 1 à 3 des personnes âgées à domicile. Après, il y a aussi la mise sous mesure de protection juridique avec la perte de la liberté économique, la perte de la liberté de mouvement quand survient de la contention physique passive, la maltraitance avec la perte du sentiment de sécurité. Alors cela nous amène finalement à évoquer la notion de résilience et de fragilité. Alors qu'est-ce que c'est que la résilience? C'est la capacité à réussir à vivre et à se développer positivement de manière socialement acceptable, en dépit du stress ou d'une adversité qui comporte normalement le risque grave d'une issue négative. Donc cela va au-delà des stratégies de coping, et la résilience sous-tend que l'individu soit capable de gérer l'affect et le sens donné à l'expérience vécue. Ça nécessite donc une expérience narrative pour le sujet qui se raconte et raconte aux autres. Il témoigne ainsi de l'organisation de cette expérience en un tout cohérent et surtout inscrit dans la continuité. Les capacités de résilience d'un individu lui sont importantes pour faire face au traumatisme vécu lors de l'avancée en âge, afin d'intégrer le processus et éviter la survenue de pathologies mentales telles que l'anxiété, la dépression ou la survenue de conduites addictives. En revanche, au contraire, le sujet fragile risque de ne pas être capable de mettre en place les stratégies de résilience. Alors, qu'est-ce que la fragilité? La fragilité, elle est définie par Fried comme un état de vulnérabilité physiologique résultant d'un déficit de la réserve homéostatique et d'une capacité réduite à résister au stress.
Alors, la fragilité, on en parle beaucoup entre nous, gériatres, parce que c'est finalement très important de pouvoir déterminer si un patient est fragile ou non. Ça nous permet de mettre en place des stratégies de prise en charge adaptées pour ces patients afin de prévenir et de limiter les complications et les effets indésirables en cas d'exposition à un stress, quel qu'il soit. Alors, la difficulté parfois, c'est quand même de pouvoir poser le diagnostic de fragilité. Alors, il existe de très nombreuses échelles, je ne vais pas toutes vous les détailler. La plus connue, c'est les critères de Fried, qui déterminent qu'une personne âgée est fragile si elle répond à au moins 3 critères, parmi la perte de poids involontaire, l'asthénie, la baisse de la vitesse de marche, la perte de la force musculaire ou la sédentarité. Étant donné la multiplicité des traumatismes qui exposent à des pertes et deuils multiples, il n'est pas étonnant de retrouver une prévalence importante des troubles psychiques chez les personnes âgées. Alors, il y a d'abord quand même les pathologies psychiatriques préexistantes qui ont vieilli, et les progrès de la prise en charge en psychiatrie permet à ces personnes d'atteindre désormais des âges avancés avec d'autres problématiques que je ne vous développerai pas ici. L'avancée en âge est marquée par une prévalence plus importante des troubles du sommeil, qui concernerait 30 à 50% des personnes âgées. Globalement, une prévalence identique à l'adulte plus jeune des troubles anxieux, 10 à 15%. Une prévalence moindre des syndromes dépressifs majeurs, mais une présence importante de symptômes dépressifs qui concerneraient 10 à 15% des aînés et jusqu'à 40% en institution. Or, vous avez pu voir que l'anxiété et la dépression sont des facteurs majeurs d'addiction. Ainsi, dans ces contextes-là, les substances comme l'alcool ou les médicaments, notamment les psychotropes, les antalgiques et les hypnotiques, peuvent être utilisés pour gérer l'anxiété, induire le sommeil, combler un vide émotionnel, compenser une perte de sens ou anesthésier une douleur, qu'elle soit physique ou morale. Et malheureusement, le risque de ces consommations est d'aggraver encore les symptômes d'anxiété et de dépression et d'être vraiment dans un cercle vicieux. Alors, le troisième élément de vulnérabilité face aux addictions concerne le vieillissement cérébral. Alors, d'une part, il est constaté une modification du système dopaminergique et des circuits de la récompense qui jouent un rôle majeur dans la survenue et le maintien des conduites addictives. Lors du vieillissement, la production de dopamine diminue et les récepteurs sont également moins sensibles. Et ainsi, la personne âgée risque d'être moins sensible à ce qui auparavant lui procurait du plaisir et se tourner vers des substances psychoactives pour des stimulations plus intenses. Également, plusieurs travaux ont mis en évidence l'effet de positivité chez les personnes âgées. En fait, ça consiste à ce qu'elles aient tendance à privilégier les informations et les expériences émotionnellement positives. Ainsi, si une substance ou une activité leur procure un soulagement émotionnel ou un plaisir immédiat, la personne peut être plus encline à y retourner régulièrement. L'avancée en âge est malheureusement associée à une plus grande fréquence des troubles cognitifs et certains sont connus pour favoriser les addictions. Alors notamment les déficits des fonctions exécutives, alors notamment le contrôle des impulsions, ce qui semble assez logique, la planification et la prise de décision. Et ça peut rendre plus difficile la régulation des comportements et des émotions. Le risque est alors d'avoir tendance à rechercher des solutions immédiates ou de recourir à des substances ou des comportements addictifs pour gérer le stress ou d'autres émotions négatives. L'autre altération des fonctions cognitives qui peut avoir un impact, c'est l'altération de l'attention et de la mémoire immédiate. En effet, ça va diminuer la capacité à anticiper les conséquences à long terme des actes, renforçant l'impulsivité. Alors, toutes les pathologies de la mémoire peuvent induire un risque, mais la plus fréquemment associée aux conduites addictives, c'est la dégénérescence frontotemporale. On peut noter également certains variants frontaux de la maladie d'Alzheimer, les troubles cognitifs dans les maladies de Parkinson, par altération du système dopaminergique, et aussi le syndrome de Korsakoff. Alors, donc là, nous allons maintenant passer à la vulnérabilité des personnes âgées aux effets des substances. Le plus souvent, quand même, l'alcool et les médicaments psychotropes et antalgiques. Alors, cette vulnérabilité est d'autant plus importante s'il existe une ou des pathologies chroniques, pour ce qui illustre parfaitement bien le schéma de la décompensation fonctionnelle de la personne âgée ou le 1 plus 2 plus 3 de Bouchon. Alors, pour vous faire rapide, vous voyez en abscisse l'avancée en âge, en ordonnée le taux de réserve d'une fonction physiologique, et on va prendre l'exemple de la marche comme fonction. La ligne 1 représente le vieillissement physiologique, qui même à l'extrême de la vie ne parvient jamais au seuil de décompensation. Pas de chute a priori ni de grabbatisation, sauf s'il intervient un stress aigu. Alors ça peut être plein de choses, ça peut être notamment une consommation d'alcool ou la survenue d'un AVC. Dans ce cas, le seuil de décompensation est atteint et la personne va tomber ou rester alitée.
La ligne 2 représente le vieillissement d'une fonction en cas de pathologie chronique. Alors, je prends par exemple la survenue d'une maladie de Parkinson. On voit bien alors que quoi qu'il arrive, à un moment donné, le seuil de décompensation sera atteint, même sans facteur déclenchant. Dans cette situation, le stress aigu devra d'ailleurs être beaucoup moins important pour entraîner une chute. Alors si on reprend l'exemple de l'alcool, c'était peut-être 3 verres dans la situation 1, ici un demi-verre va pouvoir suffire. Avec l'avancée en âge de manière physiologique et de manière encore plus marquée s'il existe une pathologie sous-jacente et constater une altération des fonctions hépatiques et rénales. Or, ces deux organes assurent la dégradation et l'excrétion des substances, quelles qu'elles soient dans l'organisme. Elles vont donc être éliminées plus lentement, avec un risque d'accumulation et une prolongation de la toxicité. Ceci est bien connu en pharmacologie, où pour de nombreuses thérapeutiques, il existe des recommandations d'adaptation de dose pour les personnes âgées, en dehors de toute insuffisance rénale ou hépatocellulaire. Alors, la composition corporelle change également, et on note une réduction de l'eau corporelle, de même que la masse musculaire. Une substance comme l'alcool, hydrosoluble, va ainsi avoir une réduction de son compartiment de dilution, d'où une augmentation des concentrations sanguines. Et ainsi, pour une même consommation d'alcool, le taux d'alcoolémie va être plus important chez un sujet âgé que chez un sujet plus jeune. Et cet effet va être encore plus important en cas de déshydratation. On sait que l'avancée en âge altère également la sensation de soif, conduisant possiblement à un surrisque de déshydratation. Alors, on note également une augmentation de la masse grasse, et donc certains traitements lipophiles peuvent s'accumuler dans les tissus adipeux et prolonger leurs effets et leur toxicité, même après arrêt de leur consommation. Alors, les traitements lipophiles par excellence, c'est les benzodiazépines et les neuroleptiques atypiques. Alors, il existe également des troubles neurosensoriels fréquents avec l'avancée en âge, comme les baisses d'acuité visuelle, l'hypoacousie, les troubles des fonctions vestibulaires qui peuvent altérer les fonctions de l'équilibre. Et là aussi, le vieillissement cérébral expose à une vulnérabilité face aux effets des substances. Lors du vieillissement normal, il est mis en évidence une altération de la neurotransmission et une réduction de la plasticité neuronale. Et donc, si on reprend le schéma du 1 plus 2 plus 3 de Bouchon, on comprend que de faibles doses de substances psychoactives peuvent suffire à induire une décompensation de la fonction cérébrale. Cette décompensation peut se faire dans le mode aigu, par la survenue d'un syndrome confusionnel ou des troubles du comportement, ou sur un mode chronique, par l'apparition ou l'aggravation de troubles de la mémoire, même si ce n'est pas très spécifique du sujet âgé pour le coup. Il existe également un risque plus important de chute, en lien avec des problèmes de coordination motrice, et le sujet âgé est plus sensible aux effets sédatifs des substances, et avec un risque de troubles de la vigilance ou de coma. Et ces risques sont d'autant plus importants que le cerveau est déjà fragilisé par l'existence de troubles neurocognitifs majeurs. J'ai gardé le dernier élément, la polymédication et le risque d'interaction médicamenteuse pour la fin, mais il n'est pas du tout anecdotique, en sachant qu'on parle déjà de polymédication à partir de 5 molécules différentes prises quotidiennement. Ça concerne quand même déjà un certain nombre de patients de plus de 65 ans. Et on dit qu'à partir de 5 molécules différentes, il est difficile de reconnaître les interactions entre ces différentes molécules. Et finalement, on n'a plus tellement idée de ce qui se passe dans le corps lorsque le patient prend toutes ces substances. Si en plus, du coup, le patient consomme de l'alcool ou surconsomme un médicament antalgique ou psychotrope, il y a un risque d'augmentation de l'effet indésirable et de la toxicité. Alors, certains de mes anciens maîtres en gériatrie aimaient asséner que le vieux est fourbe. Alors, sous-entendu que les symptômes exprimés par la personne âgée sont à la fois toujours les mêmes et peuvent être l'expression de tout et n'importe quoi. Alors, on peut tous se faire avoir par des symptômes trompeurs et aspécifiques. Ceux d'entre vous d'ailleurs qui ont l'habitude de prendre en charge des personnes âgées le constatent. Les symptômes d'un usage ou d'un abus de substance ne font pas exception à la règle et sont globalement les mêmes que les syndromes gériatriques typiques. Il peut être ainsi difficile lorsqu'on est soignant ou lorsqu'on est proche d'y penser. Alors, je vous rappelle les principaux syndromes gériatriques, c'est-à-dire les troubles cognitifs, les troubles du comportement, les chutes à répétition, l'anxiété et la dépression, les syndromes confusionnels, les troubles du sommeil, la perte d'autonomie fonctionnelle, la dénutrition, la iatrogénie. Bon, il y en a d'autres, mais c'est les principaux. Et alors, ces syndromes surviennent le plus souvent sans lien avec une dépendance ou une conduite addictive, mais sont plutôt favorisés par des pathologies chroniques ou une fragilité. Mais il faut savoir penser à interroger l'usage des substances lorsqu'ils surviennent, et surtout quand on ne comprend pas pourquoi ils surviennent.
Et alors, rien que pour prendre l'exemple de la chute, plusieurs études réalisées aux urgences montrent qu'un tiers des patients de plus de 65 ans admis pour une chute aux urgences sont alcoolisés, contre seulement 8% des patients de plus de 65 ans admis pour un autre motif. Alors, nous venons ainsi de voir que, contrairement à nos idées reçues que la vieillesse protégerait de l'addiction, elle expose en fait à une triple vulnérabilité. Une vulnérabilité physiologique, en lien avec les évolutions du métabolisme des produits dans l'organisme, psychologique, et nous avons parlé des stress consécutifs aux pertes émaillant le vieillissement, également social, en raison du risque de diminution des interactions sociales, de l'isolement, de la solitude. Par ailleurs, la prévalence non négligeable des troubles mentaux comme l'anxiété, la dépression, les troubles du sommeil sont des facteurs de risque importants d'entrée dans l'addiction. Et alors, la présence ou non de troubles cognitifs est important à faire préciser, qu'ils soient secondaires à l'abus de substances psychoactives ou en lien avec une authentique maladie de la mémoire dont la fréquence s'accroît avec le vieillissement. Et ces troubles peuvent être bien évidemment intriqués. Alors, malheureusement, les troubles cognitifs peuvent réduire l'efficacité de la prise en charge addictologique. Alors, les troubles cognitifs liés aux conduites addictives ne sont pas du tout l'apanage du sujet âgé, hein. On estime que 60 à 80% des personnes hospitalisées pour alcoolisme chronique en sont atteintes. Et l'alcool est d'ailleurs, tout âge confondu, le principal et de loin facteur de risque modifiable de syndrome démentiel. Ainsi, comme toute prise en charge addictologique de l'adulte, nous sommes dans un modèle de complexité en santé. Et alors, finalement, ce qui est assez terrible, c'est que malgré tous les éléments à notre disposition concernant la vulnérabilité des aînés face aux conduites addictives, il existe de très nombreux freins au repérage, au diagnostic et à la prise en charge. Alors ces freins, je pense d'abord, c'est vraiment sociétal, hein, les représentations sociétales du grand âge. On peut parler du fatalisme autour du grand âge, qui serait de se dire que la personne, bon, elle est foutue car trop vieille pour que ça vaille le coup de prendre le temps d'une prise en charge, ou qu'elle est trop dégradée, ou qu'elle n'est pas assez autonome, que c'est lui demander trop d'efforts, qu'elle n'a pas envie de changer, etc. Et nous pouvons être amenés en tant que soignants ou aidants et proches à banaliser certaines situations, à nier la souffrance sous-jacente pour la personne âgée. Alors, il existe d'autres idées fausses, hein, comme une supposée irréversibilité en lien avec la rigidification secondaire au vieillissement psychique, une supposée psychorigidité du grand âge, encore un dernier plaisir dont il ne faudrait pas priver la personne. On ne voudrait pas remettre en cause son ultime liberté, comme si on pouvait encore parler de liberté en situation d'addiction. Alors, ces éléments se retrouvent d'ailleurs dans la place de la prévention de l'addiction dans les plans de santé publique en France, parce que ces plans existent, ils sont nombreux, mais ils ne ciblent pas ou peu les personnes âgées. Et à contrario, les plans et programmes visant le bien vieillir à partir de 55 ans se développent, mais commencent seulement à intégrer les interventions ciblant les habitudes tabagiques ou la consommation d'alcool. Et c'est vrai qu'on a une idée reçue en France que l'idée de la consommation d'un verre de vin serait un facteur de protection cardiovasculaire, et ça à la vie dure quand même. L'ensemble de ces fausses croyances nous amène sans doute tous ici présents à faire preuve d'agisme, sans le vouloir vraiment et sans en avoir conscience. Cela peut amener un sous-diagnostic et une sous-prise en charge, car comme nous venons de le voir, la vieillesse est propice aux addictions. Alors, les obstacles au repérage, on va les passer rapidement, hein. Du côté des soignants, on peut citer des croyances erronées liées à l'âge, l'incapacité à distinguer les symptômes de la dépendance, un malaise dans la relation qui empêche d'aborder le sujet avec la personne, le sentiment parfois de pouvoir être illégitime ou d'être gênant, un défaut de recueil de données avec l'entourage, qui n'est pas du tout d'entourage ou que l'entourage minimise lui-même les difficultés. Alors, les obstacles existent aussi du côté de la personne âgée, hein. Elle va pouvoir attribuer les symptômes du mésusage ou de la dépendance aux signes du vieillissement, les fameux syndromes gériatriques. Elles vont pouvoir être en difficulté pour demander de l'aide, redouter une stigmatisation issue de préjugés négatifs. Le fait de ne pas aborder le sujet peut également s'apparenter à un mécanisme défensif. Et alors, si en plus il existe des troubles cognitifs sous-jacents, il va pouvoir être très difficile à la personne de pouvoir prendre conscience du problème et de pouvoir l'exprimer. Voilà, alors j'ai terminé de mon côté. Je vais passer la parole au docteur Cana. Donc merci, je l'ai perçu donc à la présentation. Donc je vais avoir peut-être une présentation un peu plus brève que celle du docteur Pélisset. Rapidement, donc j'ai pas de lien d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. Je suis donc le docteur Antoine Cana. J'exerce en centre d'addictologie
qui est un petit peu l'équivalent des CMP, mais en addictologie. On est non sectorisé sur la commune de l'Homme. Et j'exerce aussi donc pour l'association Généralistes et Addiction qui a participé à l'organisation de ces webinaires en tant que médecin ressource. Très rapidement, je vais revenir sur la question de pourquoi consomme-t-on en tant que personne âgée. Vous avez vu qu'on a pris le parti d'appeler ces personnes nos aînés. S'il y a quelques petites spécificités de la conduite addictive chez les aînés, la dynamique et enfin les principes généraux d'accompagnement, tout en ayant bien en tête que vous allez voir qu'il y a des aspects qui sont un peu complémentaires avec ce qui ont été dit lors du premier épisode du webinaire, sur ce qu'a dit le docteur Pellissé, et ce que vous verrez lors des 2 prochains épisodes du webinaire. Alors, il me semble important de rappeler un petit peu pourquoi on peut être amené à consommer. Généralement, quand on consomme, c'est parce qu'on a un bénéfice à consommer. Donc là, il est bien évident qu'on ne parle pas forcément d'une problématique addictive, c'est qu'est-ce qui fait que tout à chacun, on peut être amené à consommer donc, des substances psychoactives ou même avoir des comportements qui vont avoir un impact psychoactif. Donc généralement, ce qui va être remonté, c'est un bénéfice à la consommation pour se faire plaisir, pour se détendre, pour enlever une douleur, pour se sentir à l'aise en société, pour enlever un stress, pour dormir, pour ne plus penser, pour ne plus être là, ne plus avoir l'impression qu'on est là, pour faire passer le temps, pour ressentir autre chose, ou pour être quelqu'un d'autre. Et ça, plusieurs spécialistes ont proposé de le représenter sous la forme d'un schéma qui est celui-ci, où en fait, donc on retrace tous les bénéfices aux consommations selon le potentiel hédonique, le plaisir associé à la consommation, mais aussi le potentiel social qui est bien connu, par exemple pour le café, pour le tabac ou pour l'alcool, où il va y avoir un plaisir à s'associer à d'autres personnes sur le temps de ces consommations. C'est des choses que les personnes vont rechercher. Et enfin, on a le potentiel thérapeutique qui est associé à une consommation, potentiel thérapeutique dont on a déjà parlé, qui peut se retrouver sur la question de la douleur, de l'anxiété, de la dépression, etc. Ce qui est généralement le plus connu, en tout cas ceux sur lesquels on communique le plus souvent, c'est les effets négatifs des consommations. Donc là, ça peut être dans l'effet de la substance, donc il peut avoir un impact majeur sur la personne, mais aussi sur sa toxicité. C'est donc, par exemple, le tabac peut amener un certain nombre de comorbidités comme la BPCO ou des cancers du poumon, etc. Et enfin, est-ce qu'une substance a un potentiel de dépendance? Et donc là aussi, les experts vont essayer de modéliser ça pour représenter ça en 3 dimensions pour chaque substance. Alors, il faut bien avoir en tête que les effets négatifs des consommations, elles peuvent impacter à la fois l'usager, et c'est souvent ce qui est bien connu, mais aussi les autres, toutes les personnes qui vont graviter autour de la personne qui consomme, et donc avoir des répercussions physiques, psychologiques, sociales, etc. Alors, je vous montre aussi ce diagramme qui a été réalisé par l'équipe de Nutt, un chercheur au Royaume-Uni, qui montre qu'à ce jeu-là, finalement, ce n'est pas forcément les substances auxquelles on pense en premier qui vont avoir le plus d'impact à la fois sur l'usager et sur son entourage. Donc, vous voyez sur ce diagramme, ce qui ressort en premier, c'est l'alcool, hein. Et très loin derrière, donc ça c'est tout âge confondu, apparaissent par exemple le LSD ou l'ecstasy qui sont bien moins néfastes pour les usagers et leur entourage que ne peut être par exemple l'alcool ou le tabac qu'on voit arriver en 6e position. Alors, il me semble aussi très important de pouvoir parler de la question du plaisir et du désir chez nos aînés. Un petit rappel étymologique, le mot désir vient du latin qui signifie être face à l'absence d'étoiles. Ben, bien évidemment, en fait, le désir permet de nous guider, de guider nos actions. En fait, si nous ne sommes pas dans une personne désirante, on peut presque considérer, comme certains auteurs le disent, comme une personne morte qui est inerte comme les pierres. Donc en fait, le désir guide nos actions et d'autres auteurs ont pu, donc il y a des similarités, l'associer à la question de la libido, qui est une énergie psychique qui va donc guider nos actions dans la recherche du plaisir et de l'assouvissement de besoins physiologiques et psychologiques. Donc le désir est inhérent à la vie. Évidemment, l'hédonisme lié aux consommations subsiste même après l'âge de la retraite et
il peut s'intégrer, d'autant plus qu'il y a des souffrances chez nos aînés. Au-delà des objectifs sanitaires, il y a une véritable tension qui s'exerce entre la consommation et le plaisir associé, mais aussi, comme on l'a vu juste avant, aux dommages qui peuvent être présents lorsqu'il y a consommation. Et donc, un des objectifs de l'accompagnement, quand la personne est notamment dans le refus d'arrêter ses consommations, c'est d'arriver à maintenir le plus possible le plaisir associé aux consommations, tout en réduisant le plus possible les dommages associés aux consommations. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon addictologique, la réduction des risques et des dommages. Enfin, comme vous l'a représenté le docteur Pellicet et comme on avait évoqué cette question-là lors du premier webinaire, le support sensoriel à la perception du plaisir et de la lecture des émotions peut être altéré au cours du vieillissement et donc nécessiter pour les personnes d'avoir recours peut-être à des comportements ou des consommations de manière plus poussée pour pouvoir ressentir ces plaisirs et cet hédonisme-là. Très rapidement, vu que ça a été aussi abordé, il n'y a pas forcément toujours de spécificité des conduites addictives chez les aînés. On voit que toute substance confondue, ce document est un document suisse, montre bien qu'en fait, on va retrouver un certain nombre d'indicateurs qui ne sont pas propres aux substances psychoactives et qu'on peut retrouver dans beaucoup d'autres troubles ou pathologies. Alors, consommation, vieillissement et troubles neuropsychiatriques. Comme vous l'avez vu, les conduites addictives peuvent accentuer des troubles neuropsychiatriques et donc pouvoir mimer un certain nombre d'éléments d'ordre psychiatrique ou neurologique. Le fait de consommer des substances telles que, par exemple, les benzodiazépines peuvent donner l'impression qu'il y a des troubles cognitifs, alors que le sevrage de ces substances peut finalement normaliser les fonctions cognitives, plus ou moins, de toute manière. Les conduites addictives peuvent aussi masquer des symptômes neuropsychiatriques et donner l'illusion qu'il n'y a pas de trouble, qu'il n'y a pas de difficulté. Un des exemples, c'est que certaines personnes peuvent venir consommer pour masquer une dépression. Les symptômes ne sont pas typiques et on va pouvoir passer à côté des symptômes dépressifs alors qu'ils sont bien présents. Les conduites addictives, et ça a été abordé sur la première partie de cette présentation, peuvent venir aussi soulager, en tout cas être présentées comme des tentatives d'automédication face à des troubles neuropsychiatriques. Enfin, certains troubles neuropsychiatriques peuvent induire ou augmenter certaines consommations. Les dynamiques des conduites addictives chez nos aînés, le docteur Pellicet l'a rappelé, un certain nombre de dynamiques de conduite addictive viennent s'installer au moment du passage à la retraite et ultérieurement. Donc, toutes les personnes en situation d'addiction qui auraient plus de 65 ans n'ont pas amené leur problématique addictive après ces 65 ans. Un certain nombre d'entre elles vont développer ces conduites addictives après 65 ans. D'où l'importance de garder cette vigilance et de bien avoir en tête l'ensemble de ces vulnérabilités. Autre élément qui est aussi important, c'est de bien rappeler que les repères de consommation, peut-être que vous êtes à jour sur vos repères de consommation par rapport à l'alcool. Actuellement, chez nos aînés, on considère qu'il faut éviter de dépasser un verre standard d'alcool par jour et ne pas le faire tous les jours. Or, un certain nombre de nos aînés ont baigné dans des messages de santé publique qui étaient complètement différents. Et pour rappel, hein, pendant la Première Guerre mondiale, puis jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale, le vin était proposé pour les soldats. Il était considéré comme une boisson énergisante. Et le docteur Pellicet en parlait aussi. Jusqu'à très récemment, il y avait tout un lobbying pour dire que les consommations d'alcool pouvaient être bons sur le plan cardiovasculaire. Donc, pour rappel, dans ces fameux messages, on pouvait proposer jusqu'à 1 litre de vin par personne et par jour, et c'était considéré comme raisonnable, et ça allait plutôt donner une forme de stimulation et augmenter la capacité de travail des ouvriers. Donc, je vous ai rappelé actuellement nos repères de consommation chez nos aînés. Enfin, ça c'est vous voyez une présentation sur la droite qui parle des conduites addictives, la dynamique de conduite addictive chez tout à chacun, et plus particulièrement là par rapport aux opioïdes, pour montrer qu'en fait il y a différents types d'usage des substances psychoactives. Le premier étant une consommation qui est contrôlée, finalement il y a une prescription d'une substance psychoactive médicamenteuse, et la personne va rapidement, une fois l'indication passée, arrêter sa consommation de substances.
Le deuxième cas de figure, c'est qu'il y a une prescription dans une bonne indication, mais finalement la personne va avoir des difficultés à arrêter cette consommation. La troisième situation qui est une bonne indication de prescription, la personne va commencer à prendre ce traitement psychotrope et va avoir du mal à arrêter sa consommation, mais va avoir, par effet d'accoutumance et de tolérance, tendance progressivement à majorer sa consommation. Le quatrième cas de figure, qui est vraiment le cas de figure qu'on associe au phénomène addictif, c'est à la fois une première prescription et très rapidement un échappement du contrôle par rapport à cette prescription, avec à la fois des situations d'abus où la personne va prendre beaucoup plus que prévu, et aussi un phénomène d'accoutumance et de tolérance qui va s'inscrire dans le temps. Et enfin, la cinquième situation qui est le cas de l'abus et du mésusage sans forcément dépendance, une indication de prescription, la personne va l'arrêter dans le temps, mais va retourner vers ce produit sans forcément respecter le cas des indications, et va en faire abus, mais sans forcément rentrer dans un fonctionnement d'addiction, où il va régulièrement y faire recours et arrêter, puis recommencer et arrêter. Dans le cas de nos aînés, notamment par rapport aux traitements qui ont un effet psychotrope, on est le plus souvent, mais pas de manière exclusive, dans la situation 2 et 3. Voilà, donc ces éléments-là traduisent bien en fait la situation d'une personne qui doit faire face à un certain nombre de vulnérabilités. Une fois que le niveau de vulnérabilité est atteint, le risque de développer une addiction, ou en tout cas une perte de contrôle par rapport aux substances psychoactives est important. Tout ça peut être représenté sous cette image, cette iconographie qui représente l'ensemble des déterminants en santé mentale. Une fois qu'il y a un déséquilibre du fait d'un surcroît de vulnérabilité, peut s'instaurer la problématique addictive. Et ça, ce n'est donc pas propre ou spécifique à nos aînés. Enfin, pour terminer, on reviendra lors du prochain épisode du webinaire sur les conduites addictives chez les aînés, plus particulièrement sur l'accompagnement, notamment en soins de premier recours. Mais déjà, pour commencer à distiller quelques informations, l'accompagnement qu'on peut proposer, il est déjà dans nous donner les capacités de pouvoir nous mettre à niveau, en tout cas, de pouvoir assurer une bonne communication avec les personnes que l'on accompagne, c'est-à-dire bien s'assurer que les sens propres à la communication et aussi les fonctions cognitives vont nous permettre de pouvoir échanger avec cette personne. L'accompagnement est le plus souvent multidisciplinaire avec des approches complémentaires, des approches intégratives. Nous avons vu que dans certaines situations, les personnes que l'on accompagne n'ont pas forcément le projet d'arrêter les consommations, même s'il peut y avoir des impacts, on l'a vu au niveau sanitaire ou psychiatrique. À ce moment-là, il faut pouvoir parler de stratégies de réduction des risques et des dommages. Et la question de la pérédance a aussi son sens chez ce public-là. Enfin, il y a, comme pour toute personne, un droit à l'autodétermination, ce que rappelle la Haute Autorité de Santé, l'autodétermination qui est rappelée selon 4 caractéristiques indépendantes, à savoir l'autonomie, l'autorégulation et l'autoréalisation. Et nous, en tant que professionnels de l'accompagnement de nos aînés, on doit travailler à donner les outils qui permettent aux personnes d'être dans l'autodétermination et finalement respecter la personne si, en toute conscience, une fois qu'elle a pu se donner les moyens de s'autodéterminer quelque part, de lui laisser la possibilité de décider de poursuivre ses consommations malgré l'impact que cela peut avoir sur sa santé. L'addiction va donc être accompagnée de manière multimodale, à la fois sur les éléments, on a vu les vulnérabilités, les facteurs de risque qui ont conduit à la problématique addictive, mais aussi sur les éléments propres à l'addiction, c'est-à-dire la perte de contrôle et l'envie de consommer, et sur l'ensemble des conséquences qui sont associées à la problématique addictive. Je vous remercie. À nouveau, voici quelques ressources permettant de pouvoir vous familiariser à cette question. Et je vous invite donc à remplir le questionnaire de satisfaction dont vous avez le QR code à l'écran. Vous aurez aussi la possibilité de répondre à ce questionnaire de satisfaction par un courriel qui vous sera envoyé. Et avant de procéder aux questions-réponses, je vous rappelle le 3e épisode de ce cycle de webinaire, le 22 avril, qui va donc traiter de comment
accompagner les conduites addictives chez les aînés et qui sera présenté par le docteur Jean Lalleux, médecin généraliste. Merci à tous. J'invite donc Aude Pélissé à mettre en marche son micro et si vous souhaitez pouvoir donc réagir, poser des questions, vous pouvez le faire donc soit en ouvrant vos micros ou en nous sollicitant par le chat. Est-ce qu'il y a peut-être déjà des questions dans le chat? Pas encore. Alors, je vais me permettre une première réaction, un petit peu pour solliciter peut-être l'envie de partager des éléments. Docteur Pélisset, vous avez parlé d'un certain nombre de paramètres qui pourraient mimer des syndromes en gériatrie, mais je crois que vous avez assez peu rappelé en fait des symptômes qui pourraient apparaître au moment du sevrage. En fait, le sevrage de substances peut aussi amener à l'apparition de symptômes et ça vaut le coup d'être aussi vigilant dans ces cas-là. Et également, deuxième point, l'arrêt de substances peut venir aussi modifier les équilibres, les équilibres pharmacologiques et donc majorer certaines iatrogénies quand la personne fait le choix, par exemple, de se sevrer de tabac. Ça peut venir augmenter l'effet de certaines substances. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors effectivement, en cas de sevrage, le plus souvent, la personne âgée va développer un syndrome confusionnel, en fait. D'ailleurs, ça fait partie, des éléments à rechercher en cas de syndrome confusionnel. Voilà, pour tout patient qui se présente, aux urgences pour un syndrome confusionnel, c'est toujours quelque chose qu'on va interroger. Alors que ce soit le sevrage, dans une substance comme l'alcool, mais aussi un sevrage, qui soit volontaire ou involontaire, envers un traitement, notamment, tous les traitements psychotropes, les benzodiazépines notamment. Et alors parfois ça peut même se faire sans vraiment le vouloir, hein. Le patient est hospitalisé, on n'a pas son ordonnance à disposition, le patient est incapable de nous donner la liste de ses médicaments et donc on va oublier de represcrire sa benzodiazépine, hein, son Seresta ou son Xanax. Et là, on va voir apparaître entre 24 et 36 heures plus tard des symptômes de syndrome confusionnel auxquels il faudra effectivement penser à réinterroger la prise médicamenteuse antérieure à l'hospitalisation. Et sur la question de l'arrêt, finalement, accompagné, hein, par exemple du tabac, qui viendrait derrière modifier la fenêtre thérapeutique en fait, et la posologie nécessaire pour traiter nos aînés. Alors là, j'avoue que j'ai pas d'éléments précis en tête pour répondre à cette question. Je suis désolée. Pas de souci. Alors, ça vaudrait le coup justement de créer des outils d'information. En tout cas, on sait que dans le sevrage tabagique, il peut y avoir une modification de la pharmacologie d'un certain nombre de traitements et donc venir créer une forme de iatrogénie par surdosage en fait du traitement. Et un des exemples, c'est les neuroleptiques atypiques qui peuvent être impactés par un sevrage tabagique. De votre expérience en gériatrie, euh, on en parlait lors du premier webinaire et puis vous l'avez rappelé, hein, qu'il ne fallait pas se brider en tant que professionnel de santé. Euh, des personnes qui arriveraient et qui vous demanderaient finalement d'être accompagnées dans la prise en charge de leurs addictions, c'est quelque chose que vous observez, j'imagine, à l'hôpital ou en consultation mémoire peut-être. Alors finalement, en tout cas dans ma propre expérience, ça m'est pas arrivé souvent que la demande vienne de la personne, qui venait me voir en consultation, mais plutôt du proche. Voilà, et alors même pour être honnête, moi je suis déjà complètement passée à côté, alors sans parler jusqu'à l'addiction, mais en tout cas, d'un mésusage avec un abus de substances. Le plus souvent, ça reste quand même l'alcool. Et finalement de pouvoir mener toute ma consultation, sans penser à interroger cet élément et alors surtout, alors là, pour le coup, je me fais vraiment avoir, hein, surtout quand c'est une femme, hein, clairement, et c'est, une fois la personne sortie de la pièce où les dents restent un petit peu dans la salle de consultation et me glisse à l'oreille, voilà, et en fait, il y a le problème de l'alcool et c'est là où on découvre qu'effectivement, le motif de la consultation qui était des troubles cognitifs, ce n'était sans doute que le symptôme d'un abus d'alcool. Et c'est vrai que là, on se sent un petit peu bête quand même quand ça arrive. Après, des personnes qui arrivent à interrompre toute prise de substance, c'est déjà arrivé, mais finalement,
c'est pas voulu en fait. C'est parce que, il y a une hospitalisation et du coup, il y a un sevrage pendant l'hospitalisation, et j'avais l'exemple d'une personne qui était lui addict plutôt aux jeux d'argent. Alors ça se développait aussi dans le cadre d'une maladie d'Alzheimer, hein, clairement. Il avait pas ce problème-là avant d'avoir une maladie d'Alzheimer et il venait voir en consultation pour le bilan de ses troubles cognitifs et finalement, moi, je comprends au cours de la consultation que ce qui gêne vraiment sa femme qui l'accompagne, c'est, qu'il va, tous les jours, faire des jeux, au bureau de tabac pour, jouer à des jeux à gratter et qui dépense, l'argent du ménage, dans cette activité-là et finalement ce qui l'a obligé à arrêter, malheureusement, c'est qu'à un moment, il a plus su se déplacer jusqu'au bureau de tabac et comme lui ne savait pas utiliser internet et de toute façon ne savait plus utiliser ces outils-là, il a dû, arrêter, cette conduite-là, à cause de ça. Mais il n'y a pas eu de prise en charge adaptée malheureusement, pour cet abus. Merci, je trouve que c'est très éclairant sur l'importance donc du repérage, qu'on devrait pouvoir faire, mettre en place, peut-être plus souvent. Et je pense que là, ce webinaire a tout son sens, hein, parce qu'il s'adresse, aux acteurs de soins du premier recours et donc ils sont, peut-être les premiers intervenants à pouvoir, réaliser ce repérage et peut-être pouvoir commencer à orienter vers le soin avant que la situation de crise qui amène à l'hôpital, soit nécessaire. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions parmi les participants? Il n'y a pas de question. Je vais me permettre d'intervenir en tant que vice-présidente de l'Association généraliste et addiction. Donc moi, je n'exerçais plus. Bonjour. Oh non, c'est rencontré il y a longtemps. Et donc, comme tu le disais très justement, ce qui est important, c'est de dire que les personnes du premier recours peuvent faire du repérage, mais ça veut dire qu'elles travaillent leur jugement. C'est-à-dire que la personne en face, elle a toujours peur quand elle consomme trop, elle le sait, elle a toujours peur d'être jugée et ça, il faut qu'on le sache, nous les soignants, et que d'une manière ou d'une autre, on fasse comprendre à cette personne que c'est notre travail et que consommer de l'alcool ou être diabétique ou avoir un rhume, c'est la même chose, quoi. On s'en occupe. Et c'est pas si simple que ça à dire, je trouve, en tant que soignant. Je vois qu'il y a une main levée, peut-être pour réagir à ce que tu viens de dire. Oui, bonjour. Alors, je pense que j'anticipe un peu le troisième séminaire. Vous m'entendez ou... Oui, tout à fait. D'accord. J'avais dans la tête un certain nombre d'éléments. Par exemple, si on prend l'alcool, la norme pour les adultes en règle générale, qui est la modération à 2 verres, pose un problème qui est que les gens recherchent quand même un minimum d'ivresse et que 2 verres, ils ne vont pas la trouver. Et si on prend nos aînés, 1 verre, c'est typiquement en fait le type de situation où bon, il ferait mieux de boire du jus de raisin. C'est mon point de vue, hein, mais je veux dire, la question c'est comment on arrive à faire pour jongler en fait sur un truc qui est un pas dans le cadre et un pas hors du cadre dans toutes les situations conviviales en fait, qui peuvent être des anniversaires, des repas de famille, etc. Et arriver en fait à faire les choses. C'est le premier point. Le second qui me vient parce que c'est des situations que j'ai vécues et auxquelles j'étais confronté, c'est des personnes âgées qui ont eu des ordonnances par exemple de tramadol. Alors je sais que bon, sur le tramadol, on a pris un certain nombre de recommandations et qui fait que bon, les choses sont autres. Mais j'ai vu en fait des proches de personnes âgées qui carrément, lorsqu'ils fouillaient en fait dans les tiroirs de la personne en question, trouvaient des boîtes de tramadol et supprimaient en fait systématiquement toutes les boîtes qui étaient présentes, avec les problèmes que ça peut poser pour la personne qui est bien évidemment dépendante. Alors, je suppose que bon, c'est des éléments qu'on pourra aborder dans le troisième séminaire. Alors, je vais peut-être me permettre de répondre. N'hésitez pas derrière si, docteur Pellissier, vous avez envie de réagir à ça. Alors, la question spécifique du tramadol ne sera pas forcément abordée dans le détail lors du troisième webinaire. Non, bien sûr. Mais effectivement, la question du tramadol, elle est importante parce qu'elle peut amener à un sevrage opioïde qui peut être mal vécu et provoquer aussi, comme l'a rappelé le docteur Pellissier, un syndrome confusionnel.
Et comme vous devez le savoir, effectivement, le tramadol a aussi une forte valence sérotoninergique et Bien sûr. donc peut être utilisé pour ses effets anxiolytiques et antidépresseurs et qui pourrait se traduire, alors là, pas forcément dans les 48-72 heures qui suivent, mais dans des délais un petit peu plus importants par l'apparition d'un syndrome anxio-dépressif Bien un peu. sûr. Mais pour moi, en fait, ici, on était plus sur un truc qui était informer, en fait, l'entourage. De l'importance de ne pas sevrer brutalement? Absolument. Tout à fait, Mhm. de pouvoir communiquer autour de ça. Ouais. Ensuite, sur la question des repères, effectivement, ils sont critiquables. Je vous rappelle que les repères ont été définis en France, en tout cas en population générale, à savoir que 2 verres par jour et pas tous les jours, quel que soit le genre, ont été définis par rapport à l'évaluation d'un risque en population générale, à savoir qu'en suivant ces repères, on était à 2 de mortalité vie entière associée à la consommation d'alcool. Donc, ce n'est pas l'absence de risque, c'est l'évaluation du risque acceptable par la société. Et on retrouve en fait toute cette problématique de la même manière chez les aînés, à savoir quel était le risque jugé acceptable. Mais finalement, la démarche que je trouve beaucoup plus intéressante dans l'accompagnement individuel, celle qui est proposée par les Québécois, c'est de pouvoir communiquer avec la personne en fonction de l'aider à choisir le risque qu'elle-même, elle est prête à prendre. C'est-à-dire de pouvoir définir avec elle, un verre, voilà ce que c'est le risque, 2 verres, voilà ce que c'est le risque, 3 verres, voilà ce que c'est le risque, pour que la personne puisse choisir en toute considération, en toute conscience, le risque qu'elle est prête à prendre. Et effectivement, ça pourra soit aller vers, ça sert à rien, prendre juste du jus de raisin, jusqu'à, finalement, je recherche une certaine ivresse, mais qu'est-ce que je peux faire au moment de cette ivresse pour limiter les risques et les dommages à Mhm. cette consommation? Peut-être de ne pas prendre la voiture, mais aussi peut-être d'être toujours avec quelqu'un qui pourra m'accompagner pour limiter le risque de chute. Bref, toutes ces questions-là. Merci. Peut-être une autre réaction à ces questions, peut-être, je ne sais pas, le docteur Pellicet, ou alors est-ce que la personne qui a levé la main veut intervenir? Oui, une main levée. Oui, bonjour, c'est Corinne Loison. J'avais une un petit partage d'expérience, en même temps un petit questionnement. Je suis aussi gériatre, je fais aussi un peu de consultation mémoire et de l'évaluation gériatrique. Moi, dans le problématique de l'abord du sujet de l'alcool, c'est la notion de qu'est-ce qu'une boisson alcoolisée par rapport aux personnes âgées. Je prends l'exemple, par exemple, dans la région de la bière, qui n'est pas considérée forcément comme une boisson alcoolisée. Et la notion de la consommation déclarée par rapport à la consommation réelle. Quand on creuse la question, en fait, si plusieurs personnes posent la même question lors de la même consultation, on a rarement les mêmes notions de consommation déclarée. Et du coup, est-ce que dans votre approche, vous avez des conseils ou des moyens d'aborder ce sujet pour avoir une notion réelle de la relation boisson alcoolisée des personnes âgées? Alors, je vais pouvoir parler de mon expérience, peut-être plus, mais je suis addictologue et je ne suis pas gériatre. Alors, sur la question de pouvoir poser la question sur l'évaluation, heu, moi, j'ai tout quand je suis dans une évaluation ou un repérage, j'ai toujours tendance à avoir déjà une posture, hein, d'écoute, de bienveillance, de non-jugement. Ça, c'est facile à dire, mais c'est pas forcément toujours simple à amener et à majorer très grossièrement les consommations potentielles. À savoir, quelqu'un qui vous dirait, est-ce qu'il vous arrive de consommer de l'alcool? Parce que, oui, là, de dire, vous prenez 1, 2, 3 bouteilles de vin par jour, donc d'être d'emblée dans quelque chose qui vient venir déstigmatiser un peu la consommation d'alcool pour que la personne puisse s'autoriser, peut-être en revoyant à la baisse finalement l'unité qu'on a à donner, de dire non, moi je suis plus à 4 ou 5 verres. C'est sûr que c'est pas la même chose si on dit est-ce que vous arrivez de boire de l'alcool, vous prenez 1 ou 2 verres par jour, la personne va avoir des difficultés à aller au-delà de la proposition que vous aurez faite. Donc ça, c'est un premier élément. Après, on est effectivement impacté, mais c'est pas uniquement lié aux aînés, hein, par la question
à la fois de la dénégation, on va dire sur un plan psychique, sur les défenses de la personne, mais aussi sur les troubles cognitifs qui peuvent amener à minorer la consommation d'alcool. Et pour revenir sur votre première remarque, oui, on a effectivement tout un gros travail à faire sur la représentation des différentes boissons alcoolisées et rappeler que la bière est une boisson alcoolisée et ce d'autant plus dire qu'un certain nombre de bières actuellement sont quand même avec un titre très élevé d'alcool dedans. Donc il faut être vigilant et encore plus vigilant quand c'est des boissons de type bière fortement alcoolisées. Peut-être je sais pas, une autre réaction, d'autres manières de faire chez les collègues? Donc, si je fais une anecdote en tant que médecin généraliste qui va dans le sens de cette question, c'était une personne âgée en fait qui me disait: «Oui, je crois que je bois un peu trop, mais ouais, je sais pas combien de bouteilles» et donc on a convenu avec elle qu'elle comptait les bouteilles dans sa poubelle et que peut-être à ce moment-là, l'idée ce serait que le nombre de bouteilles dans la poubelle diminue et bah, ça a marché. Parce que, elle a trouvé ça plutôt, je sais pas, en tout cas respectueux ou, peut-être voir, même un peu la façon dont on a parlé était un peu rigolote et en tout cas, sa motivation du coup a été suffisante pour que, la fois d'après, quelques mois, elle me dise, «Ah cette fois-ci j'avais moins de bouteilles dans ma poubelle». Ouais, l'intérêt de l'agenda des consommations, mais ça demande du temps pour pouvoir le faire, quoi. Ouais. Mais pour aller dans le sens de madame, moi j'ai bossé avec Carilla. Alors, j'ai 75 ans, je suis transplanté. Et donc, bon, pour des raisons X et multiples, je m'étais remis à boire de l'alcool. Alors, en clair, pas d'alcool fort, on était exclusivement sur du vin rouge plutôt des hauts de gamme et de la bière. Et avec Carilla, en fait, on a monté un système, alors, auto-personnel, bien évidemment, puisque l'initiative était venue de moi, qui était de compter, en fait, mes consommations par jour et aussi sur les 7 jours, de toutes les façons, de ne jamais être sur 2 jours de suite, en fait, avec de l'alcool. Et donc là, on était sur un objectif de dry qui a très très bien marché. Je veux dire, aujourd'hui, par exemple, j'ai même plus en fait à compter quoi que ce soit, puisque finalement, je ne bois plus d'alcool. Sauf exception, vraiment exceptionnelle. C'est le cas de le dire. Mais vraiment, je pense que on peut aller sur le nombre de verres avant la bouteille. Voilà. Alors, je vais me permettre une petite remarque d'addictologue. Quand on est en situation de vraie addiction, hein, où il y a des symptômes de sevrage au moment de l'arrêt des consommations d'alcool, on évite des jours sans consommation. Le fait d'avoir des jours sans consommation est plutôt quand la personne n'a pas encore, va pas avoir de symptômes de sevrage, parce que on sait qu'il y a des risques associés à multiplier les sevrages, à la fois au niveau cognitif et au niveau de la dimension psychique de la personne. Peut-être. Totalement d'accord, hein, mais moi, je n'étais pas à ce niveau de dépendance. Hein. Merci en tout cas pour ce témoignage.